cette errance que j'ai vécue pendant de très longues années, on peut vraiment parler d'errance médicale, hein. C'est très compliqué, tu vas mal, c'est pas ce qui se passe, mais tu vas mal, tu vas parfois très mal, et puis parfois très bien, donc tu culpabilises parce que tu comprends pas pourquoi tu as été aussi loin, alors qu'en soi il n'y a rien dans ta vie qui fait que tu pouvais aller si mal. Ce truc-là, cette période-là, ça a été effroyable. Et si on parlait plus ouvertement de la maladie? Dans l'imaginaire commun, quand la santé va, tout va. Partout on valorise un corps et une psyché qui vont bien, qui tiennent la route et dont on souhaite sans cesse repousser les limites. Dès lors, quelle est notre place quand on connaît ponctuellement ou plus durablement la présence de la maladie dans notre vie? Je suis partie à la rencontre des personnes qui, tout comme moi, vivent en compagnie d'une maladie, car à mon sens, poser des mots sur un sujet encore tabou, ça fait du bien. Pour ce nouvel épisode, je vous propose de rencontrer Jean, un ami à moi atteint de cyclothymie. La cyclothymie, c'est un trouble de l'humeur faisant partie de la famille des troubles bipolaires. Tout comme pour une bipolarité, il y a des fluctuations entre des périodes de dépression et des périodes euphoriques qu'on qualifie de maniaques. La particularité de la cyclothymie, c'est que ces changements de phase s'opèrent de manière brusque. Jean en parle très bien dans l'épisode, dans la même journée, il peut connaître des moments de joie intense, puis se trouver cloué au fond de son lit ou bien très anxieux. Cet épisode est particulier à plusieurs égards. Tout d'abord, c'est le premier qui traite de santé mentale. Je voulais m'en tenir au corps, au départ pour ce podcast, mais le récit de Jean m'a profondément touchée, ainsi que sa volonté de sensibiliser sur un trouble encore peu connu en France. Il se peut également que vous remarquiez un ton guilleret dans cet épisode qui contraste avec les sujets évoqués. Nous avons enregistré autour d'une bonne bouteille de vin pour nous donner du courage. L'ensemble me semble être tendre et plutôt clair malgré une certaine ébriété. Avant de vous laisser avec cet épisode, petit trigger warning. Les sujets évoqués sont compliqués. Jean évoque notamment des envies suicidaires. Assurez-vous d'écouter l'épisode dans de bonnes conditions ou bien différez son écoute si vous sentez que ce n'est pas le moment. Sur ce, je vous souhaite une très bonne écoute. Je vais commencer par une question métaphysique. Comment est-ce que tu te sens aujourd'hui, Jean ? Comment je me sens ? Bah ça va, ça va. Ça va d'ailleurs, c'est une bonne introduction, le comment ça va, parce que justement, de faire l'épisode hier. Et hier, j'étais dans une phase un peu dépressive, donc voilà. Et aujourd'hui, ça va très bien. Même, je dirais, c'est un tout petit peu de l'autre côté. C'est le principe même de la cyclothymie, d'un jour à l'autre, voire d'une minute à l'autre parfois. Ça va et puis ça va plus, quoi. Oui, effectivement, hier tu m'as envoyé un SMS pour me dire est-ce qu'on peut décaler, je me sens pas très bien. Moi, Ouais. du coup, j'ai pas compris ton SMS, donc j'étais là, genre, bah, on a rendez-vous ce soir. Et après, j'ai relu, je me suis dit ah ouais, non, en fait, il me proposait de décaler parce que ça allait pas. Oui. Donc pas de souci. Est-ce que tu te sens de décrire ce que c'est des moments où tu te sens moins bien? Alors, en fait, c'est un peu complexe à expliquer. Bah, typiquement, le bouquin qui s'appelle Goupil les phases de Lou Luby. Il y a une page au bout d'un moment où elle décrit ses états émotionnels avec des petits dessins, des visages, son portrait en gros, où ça va, c'est super, et puis d'un coup ça va pas. Mais c'est pas le ça va pas, c'est je me sens déstructuré, je me sens angoissé, stressé, je me sens super excité, je me sens... Et en fait, c'est un peu ça, ce qui a créé, ce que moi j'appelle des downs, mais ce qui va créer des... plonger dans la phase dépressive, peut créer des manifestations émotionnelles différentes. Par exemple, hier, j'étais hyper anxieux. T'as des fois, je vais pas être anxieux. T'as des fois, je vais juste être complètement abattu, tu vois. Même parfois avec des pensées suicidaires, par exemple. Le travail, au fur et à mesure des années, fait que je sais que c'est comme... je me vois toujours comme ça, en général, quand je pars de l'autre côté. C'est un peu comme un marin qui va pêcher, qui est dans un bateau, un petit bateau en pleine tempête. Et la cyclothymie, c'est un peu ça, quoi. La mer peut être très calme, puis d'un coup, partir dans une tempête terrible, et bah, ok, je suis un marin, j'ai l'habitude de naviguer sur des mers en pleine tempête, je sais que ça va passer, et c'est exactement ça. Tu as abordé bien évidemment plein de sujets sur lesquels j'ai envie de développer, mais les auditeurs et auditrices ne te connaissent pas. Est-ce que tu peux donner 2-3 éléments pour te présenter de la façon dont tu le souhaites, histoire de poser les bases de l'échange et qu'on sache un peu qui tu es? Et bah, très bien, je m'appelle Jean, j'ai 33 ans, je suis designer dans une agence parisienne. Qu'est-ce que je peux dire ? J'aime plein de choses, je crois. J'aime plein de choses, je suis très émerveillé par la vie en général, ce qui est d'ailleurs un des mérites de la cyclothymie.
c'est que je suis toujours émerveillé comme un gamin par tout ce qui peut m'entourer. Je sais pas ce que je peux te dire. Ouais, je sais pas ce que je peux te dire. Et est-ce que tu peux parler de la raison pour laquelle tu es là aujourd'hui? Du coup, il y a ta cyclothymie et il y a ton TDAH, si tu veux en parler ou pas. Ouais, carrément. Alors pourquoi je voulais t'aider sur ce podcast? Parce que, en l'occurrence, aujourd'hui, en France, la cyclothymie, c'est quelque chose qui est encore peu compris, peu connu. Il y a peu de littérature en France, quand j'entends de littérature. Enfin, les auditeurs, quand je parle de littérature, je parle de littérature scientifique, d'études. Donc, il y a peu de littérature en France, et en général, même dans le monde, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a plus aux États-Unis notamment, mais bon. En France, en tout cas, c'est une maladie qui est... c'est le terme, hein, c'est une maladie. C'est une maladie qui est encore très méconnue, qui est peu comprise par les psychiatres et par les psychologues en général. Ça s'explique de différentes façons, mais on va voir au fur et à mesure du podcast, je pense que je vais en parler. En tout cas, voilà, cette errance que j'ai vécue pendant de très longues années, on peut vraiment parler d'errance médicale, hein. C'est très compliqué, tu vas mal, c'est pas ce qui se passe, mais tu vas mal, tu vas parfois très mal, et puis parfois très bien. Donc tu culpabilises parce que tu comprends pas pourquoi tu as été aussi loin, alors que en soi, il n'y a rien dans ta vie qui fait que tu pouvais aller si mal. Ce truc-là, cette période-là, ça a été effroyable. Ça m'a conduit à des situations où j'aurais pu partir, définitivement. J'ai la force de ne pas le faire, mais voilà. Et donc, quelque part, de participer à ce podcast sur cette maladie, c'est quelque part espérer que quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il a, mais qui l'écoute et qui puisse se dire « Ah, mais ça correspond à ce que j'ai, en fait. » Et ben, peut-être que ça va l'aider à sortir de son errance médicale. Peut-être que ça va aussi permettre de sensibiliser d'autres personnes, finalement, à cette problématique, comme tes autres épisodes m'ont finalement sensibilisé à certains sujets. Comme l'endométriose, t'as fait... Ouais, j'ai fait un épisode Ouais, sur c'est l'endométriose, ça. mais je crois que c'est celui sur la spondylarthrite ankylosante qui t'avait marqué. Oui. Ah, c'était quoi ça? C'était celui avec Carole. Tu m'as envoyé un message pour me dire que tu avais Ah oui, découvert quelque chose. Oui, tout mais à fait. je vois que tu écoutes les épisodes avec attention. Non, mais j'avais oublié le nom, mais si. Ouais, ça m'avait vachement touché. Mais bah, en tout cas, voilà, pour sortir de la blague, effectivement, c'est pour ça que je suis là. C'est vraiment pour aider et éclairer même une seule personne. C'est déjà génial. Si je peux la sortir de son enfer, bah, je suis très content. Effectivement, en me documentant un petit peu, je me suis rendu compte que la cyclothymie, visiblement, ça touchait 3 à 6% de la population, donc c'est loin d'être un petit sujet. Et que le temps de diagnostic était estimé actuellement à 10 ans. Donc dans le cadre d'un trouble psy, c'est extrêmement long parce que comme tu l'as décrit, il y a des moments qui sont extrêmement difficiles à vivre où on ne sait pas ce qui nous arrive. Et le fait de ne pas avoir une réponse, enfin une prise en charge adaptée, je présume que ça doit mener à une certaine détresse. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que la cyclothymie avec tes mots? Déjà, revenons aux bases. Analysons 2 secondes le terme, juste 2 secondes. Dans cyclothymie, il y a le terme cycle. Donc finalement, s'il y a le terme cycle, ça, on peut aller jusqu'à cyclique. En fait, la cyclothymie, normalement, c'est cyclique. Un peu comme la bipolarité, je vais y venir. Ça devrait être cyclique. Mais en fait, la cyclothymie, c'est pas exactement ça, c'est un peu plus compliqué que ça. Là, je prends la bipolarité. La bipolarité, qu'elle soit de type 1 ou de type 2, donc, type 1, c'est la bipolarité qu'on voit dans les films. C'est concrètement une personne qui ne peut pas vivre en société. C'est pas possible, hein. C'est trop compliqué. Type 2, avec un bon traitement, une bonne prise en charge psychothérapeutique, ça peut aller, ça peut se faire, potentiellement. Mais bon, je dis tout ça avec des pincettes, attention, hein. Mais il y a quelque chose qui fait qu'ils se ressemblent bien, c'est que, en fait, leurs phases émotionnelles sont effectivement cycliques. Elles peuvent se déclencher, par exemple, une personne va très bien, et puis pendant 1 an, 2 ans, et puis elle a un accident de voiture, et d'un coup, en fait, c'est cyclique. C'est-à-dire que sa phase émotionnelle, qu'elle soit dépressive ou maniaque,
faudra qu'on me l'explique d'ailleurs, va se déclencher, ça va rester 1 mois, 2 mois, 6 mois, 2 ans, 4 ans, et puis ça va redescendre. Mais ça reviendra, c'est cyclique. Dans le cadre de la cyclothymie, c'est un peu plus compliqué, parce que la cyclothymie, en l'occurrence, c'est assez cyclique, mais c'est beaucoup plus sensible que la bipolarité. C'est-à-dire que, je vais citer un exemple. Une fois, j'avais fait un super projet en design, j'avais cartonné, j'étais hyper fier de moi. Le client était hyper content, mais le client a dit, par contre, Jean, quand il s'exprime, des fois, il est un peu trop cool, un peu trop... parfois, il oublie un tout petit peu qu'on est ses clients et il parle un peu comme s'il nous connaissait un peu trop bien, quoi. Et ça m'a dévasté. J'étais au fond de mon lit, je ne pouvais plus bouger, alors que j'étais en plein jour de travail, j'étais en télétravail d'ailleurs, j'étais dans mon lit, je ne pouvais plus bouger, et j'étais parti, là je savais que jusqu'au soir, c'était terminé. Une de mes anciennes voisines m'appelle, et je l'aime bien. J'ai vu son appel, j'ai décroché, ça va, machin, etc. L'appel s'est fini, je me suis levé, je suis retourné travailler, j'étais guéri, j'étais super content. Même un peu euphorique. Comment ça se fait que tu passes d'une phase où t'es en dépression nerveuse lourde, tu peux plus manger, t'es lent, ton ego est en berne, etc., à une phase où t'es limite euphorique, t'es content de toi, t'es fier de toi, tout va bien, il y a des oiseaux dehors, ça chante. En fait, c'est là où c'est compliqué l'histoire de cyclique, c'est-à-dire que oui, il y a une forme de cycle, mais en fait, la cyclothymie, réellement, c'est vraiment des allers-retours continus, et pour X ou X raisons, ça peut partir dans un sens ou dans un autre, et ça ne s'arrête jamais. Du coup, là, on a bien expliqué ce que c'était que la dimension cyclique de la cyclothymie. Tu as parlé d'épisodes plutôt maniaques et d'épisodes dépressifs. Là, on peut rentrer dans le détail de façon un peu plus théorique. Dans l'idée, en gros, on peut se représenter comme une forme d'échelle. Une échelle. Où une personne... toi par exemple. Quand tu vas vivre ta vie, tiens, il y a un verre avec les copains, de l'autre côté, tiens, j'ai appris une mauvaise nouvelle, bon, tu vois, zut, j'ai des impôts à payer, tu vois, etc., etc. En fait, tu vas être à travers cette échelle. Cette échelle, en gros, pour qu'on s'illustre bien, il y a 5 étages. L'étage au milieu, c'est celui dans lequel vont rester les gens en général. On pourrait dire presque sinon que c'est le rez-de-chaussée en gros. Et le cerveau des gens normaux, il va un petit peu descendre selon ce qu'il apprend. Donc là, c'est, on va dire, le sous-sol et le sous-sous-sol. C'est 2 étages de dépression. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Il y a... Je ne sais pas comment on appelle ça, parce qu'il y a différents termes. On pourrait après ça la dépression, la dépression légère, l'étage de dépression légère. En fait, c'est pas du tout léger, ça va pas du tout. C'est une hypodépression quelque part. Ça va pas du tout, les effets sont bien là. Et puis il y a l'étage en dessous. Donc là, c'est la dépression sévère, extrême. Là, on parle plus d'idées noires, on parle plus d'envie de se suicider. Il y a des pensées qui sont là et qui sont pas sympas du tout. Il y a une extrême extrême dévalorisation de soi-même, et puis tu peux plus te sortir de ton lit, enfin là c'est terminé. Tu passes de l'autre côté, donc je retourne au rez-de-chaussée et je remonte au-dessus. Là ce sont les étages de, j'aime pas le terme, mais maniaque, les étages de manie. Donc là il y a 2 étages, il y a hypomaniaque et maniaque. En gros, cet étage là, il est un peu chiant. Parce que la phase dépressive, on comprend, tu vois. T'es fatigué, t'as plus d'énergie, dévalorisation de toi-même, idée noire potentiellement, plus de volonté, enfin voilà. Finalement, tout le monde a un petit bagage sur la dépression nerveuse. On imagine, écoute blues et tout, on imagine un peu ce que c'est. Les étages maniaques, ils sont plus compliqués. Parce que c'est à la fois de l'euphorie. Moi, souvent, c'est de l'euphorie. D'ailleurs, là, je suis un peu euphorique. C'est de l'euphorie. Ça peut être des comportements complètement comment dire, excessifs. C'est-à-dire,
je vais quitter ma nana, je vais acheter 2 bagnoles, je vais me raser les cheveux, hein, voilà, ça peut être n'importe quoi, ça peut être, attention là ça va pas être cool, ça va être ma mère par exemple, parce que c'est génétique, ma mère par exemple quand elle avait des phases maniaques, moi mon frère et ma soeur, en fait elle nous battait pendant des heures jusqu'au moment où ça allait redescendre. Et après, inversement, du coup, elle descendait plus bas parce que c'est une des perversités de la cyclothymie, c'est que, mais c'est vrai pour la bipolarité aussi, hein, remarque, hein, c'est plus tu montes haut, plus tu vas descendre bas. Et donc voilà, les étages, l'échelle des phases maniaques, c'est extrêmement compliqué parce que c'est à la fois de l'extrême violence, à la fois des comportements excessifs, à la fois des choses super joyeuses comme de l'euphorie. C'est assez compliqué. Pour reprendre, quelqu'un de normal comme toi par exemple, il va être concrètement toujours au milieu. Son cerveau va faire ce qu'il faut pour balancer telle ou telle molécule pour que ça aille bien, pour le faire remonter ou redescendre. À peu près. Ça n'empêche pas que tu peux un petit peu, même aller parfois un petit peu loin dans un sens ou dans l'autre. Mais ça va pas rester, ça va être très vite régulé. Donc je ne suis pas en train de dire que quelqu'un ne peut pas avoir de normal, on va dire, qui n'est pas atteint de cyclothymie, ne peut pas avoir un coup de blues. Hein. C'est pas ce que je dis. Le problème du cyclothymique, c'est que par contre, c'est un trouble émotionnel où c'est complètement mal géré, quoi. Où le cerveau, concrètement, n'a jamais un coup d'avance, il a toujours un coup de retard. Et en plus d'avoir un coup de retard, il a toujours des carences d'un point de vue moléculaire, donc il n'arrive jamais finalement à faire ce qu'il faut pour Ouais, que j'ai la l'impression personne qu'il y a soit une tout le temps au milieu. Donc en fait, t'es hypersensibilité aussi jamais aux au milieu. stimuli, Jamais. qui fait que c'est encore plus difficile d'apporter la réponse Oui, adéquate. alors, totalement. Et il y a plein de choses. Hein. Tu vois quelqu'un dans la rue qui tombe, tu vois, qui tombe. Petite vieille, tu vois, qui tombe dans le caniveau. Tu vas l'aider, etc. Sur le coup, tu vas pas voir qu'il y a quelque chose, il y a une émotion qui est en train de s'installer. Tu l'aides, tu as un coup d'angoisse, tu l'aides et tout. Elle se relève, bon, en fait, ça va, tranquille, etc. Derrière, tu vas le payer. Parce que tu as une bonne nervosité qui s'est mise en route, une bonne décharge d'adrénaline, et donc derrière, tu vas le payer, ou tu vas être anxieux pendant 3 heures, 4 heures, 5 heures. Tu vois. Alors qu'en fait, ça va, tout va bien, tu vois. Parce que quelqu'un qui n'est pas atteint de la cyclothymie va l'avoir aussi, sauf que son cerveau va faire ce qu'il faut. Et moi, en plus, j'ai d'autant plus un coup de bol, c'est que j'étais diagnostiqué aussi assez récemment, ça par contre, TDAH, trouble déficitaire de l'attention handicapant. Ça, c'est impeccable, parce que les deux se répondent très bien, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que pour que ça aille bien avec la cyclothymie, il faudrait que j'ai une vie assez saine, où je fasse du sport, où je mange bien, où je sois pas trop stimulé par les choses, ou voilà, juste pas une vie de moine, faut pas exagérer, juste une vie raisonnable, confortable, avec voilà, tu voyages, tu te fais plaisir, mais voilà, confortable. Le problème, c'est que de l'autre côté, tu as le TDAH où tu as une carence en dopamine, ce qui fait que ton cerveau est sous-stimulé en permanence, donc il cherche la stimulation absolument partout. Ce qui te fait avoir des comportements qui sont pas super, et ces comportements pas super font que, et après, tu plonges. Ou tu es overstimulé par un truc, donc ça va te faire une montée d'euphorie, et donc après, tu plonges, etc. Et ça, c'est... Pourquoi je dis ça ? Parce que il y a un truc qui est important avec la cyclothymie, c'est que c'est hyper sensible, et chaque facteur de comorbidité, c'est-à-dire il y a une maladie qui répond à l'autre, par exemple, va faire dérailler le train. Le TDAH, je sais que ça participe largement à faire dérailler le train. Mais les facteurs de comorbidité, il faut les identifier le plus rapidement possible, parce que dès qu'on en a conscience, ça permet de mieux Trop contrôler cool. sa Merci cyclothymie. pour cette explication. Comme un train, Je suis très contente parce que je suis en train de vivre mon premier point de désaccord avec un invité. Tu as employé le terme des personnes normales comme toi. Ah bon ? Et en fait, je suis pas d'accord avec l'emploi du terme normal. Ouais. Je m'explique. Donc déjà, le podcast s'appelle l'anomalie parce que j'ai un problème avec la notion de normalité. Pendant toute mon enfance, moi, j'ai eu très très peur justement d'avoir un trouble psy parce que mon père est psychiatre et qu'il employait des termes pas très cool en me parlant, en me disant que j'étais paranoïaque. Et j'étais persuadée d'avoir un truc,
un trouble Ouais. psy, donc d'être dépressive ou d'être parano, quoi que ce soit. Et je me sentais pas normale. Et en grandissant, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas des gens normaux ou pas normaux. C'est plus un continuum. Il y a des gens qui sont plus ou moins régulés. Si je parlais de normalité, effectivement, je suis pas d'accord avec moi-même aussi, mais je vais plutôt rentrer un tout petit peu dans le détail en disant, je vais plutôt parler de dysfonctionnement émotionnel ou dysfonctionnement neuronal, concrètement. La cyclothymie, c'est un trouble émotionnel, hein. Aucun cerveau n'est câblé pour être tout le temps au milieu, de toute façon. Il y a des gens qui sont pas cyclothymiques et qui sont tout le temps un tout petit peu en dessous. Il y en a qui sont tout petit peu au-dessus. On connaît tous des gens qui sont un peu surex en permanence ou qui sont tout le temps hyper contents, qui ont la joie de vivre, qui sont très énervants parce qu'ils sont toujours contents, ces gens-là. Et inversement, on connaît des gens qui sont toujours un peu raplapla ou qui ont un tempérament mélancolique. Donc il n'y a pas vraiment de normalité là-dessus, c'est sûr. La seule chose, c'est que là, on atteint un point où c'est pas quelqu'un qui est cyclotimique n'est pas normal, tout à fait normal. C'est pas du tout ça. La normalité, c'est un concept qui est puant. Réellement, c'est un concept qui est toxique. Par contre, il va avoir un dysfonctionnement émotionnel dû à des troubles neuronaux qui font que, par contre, il va avoir une complexité à gérer ses émotions. Et Effectivement, ça, je c'est pas préfère normal. l'emploi du terme C'est ça le truc. dysfonctionnement où comment dire, on se concentre sur les faits et effectivement, dans le cas, je sais pas, par exemple, moi, de ma sclérose en plaques, il y a un dysfonctionnement au niveau de mes défenses immunitaires qui se retournent contre mes connexions nerveuses, donc ça dysfonctionne. En revanche, je trouve que l'emploi du terme normal, anormal est péjoratif, surtout pour le terme anormal. Et là, je fais une digression sociologique. Je crois que c'est Durkheim qui travaille sur le normal et le pathologique. Donc normal, c'est ce qu'une société va considérer comme existant, allant de soi, etc. Et tout ce qui s'écarte de la norme est jugé comme pathologique. Donc on en revient à tout le vocabulaire de la maladie. Le problème du pathologique, c'est souvent jugé comme étant stigmatisant. Quand on a une maladie, très souvent, on est confronté au regard de personnes qui nous jugent un petit peu comme étant différents, surtout, je pense, sur de la psychiatrie, où il y a encore des clichés qui perdurent. Il y a pas mal de vidéos Combini sur les sujets de santé mentale qui sont trop cool, et de personnes, notamment bipolaires, qui expliquent que quand elles annoncent à quelqu'un qu'elles sont bipolaires, les gens sont persuadés qu'ils vont se faire arracher les yeux, mais pas du tout, en fait. Et donc ça, c'est un stigmate, clairement, puisque on va projeter sur l'autre la perception que l'on a de son dysfonctionnement. Toute petite réaction. Toute petite. Sinon, ce serait heurter ma réputation. Concernant Durkheim, justement, et si tu veux même aller un tout petit peu plus loin, on peut même dire que finalement, une société, elle a aussi un fonctionnement qui est basé notamment sur ses codes moraux. Et chaque société a des codes moraux différents. Chaque groupe, quelque part, une société, c'est un géant groupe culturel qui a une division, une subdivision de groupes culturels jusqu'aux plus petits, un peu comme le corps, les atomes, etc. Et chacun a sa petite morale. Donc quand on parle de morale, il y a aussi cette échelle de normal, il y a aussi cette échelle de morale. Finalement, en étant en ayant quelque chose de différent de ce qui est attendu par la société, de ce qui est attendu par les codes moraux, de ce qui est attendu en termes de comportement, finalement, tu vas être anormal. Finalement, t'es pas très moral. Être un peu surexcité dans un open space ou ne pas parler dans un open space, on va pas dire que c'est pas moral, parce qu'en fait, c'est un peu bizarre de dire que c'est pas le moral, on va dire que c'est anormal. Mais en fait, c'est parce que ça heurte la morale. Et je me méfie vachement de ce genre de discours, voilà, qui sont quasi eugénistes selon Pour moi. aller dans ton sens cette fois-ci, vas-y, deuxième question. Alors, il y a peut-être certains auditeurs ou auditrices qui sont confrontés à ce que tu décris, et d'autres peut-être qui écoutent cet épisode par curiosité et qui ne comprennent pas ce qu'est une phase dépressive ou ce qu'est une phase maniaque. Moi, je l'ai vécu de l'extérieur, je ne suis pas concernée directement, mais dans ma famille, il y a des personnes qui sont bipolaires. Et une phase dépressive, c'est pas juste je me sens pas bien, c'est vraiment une détresse qu'on peut pas s'imaginer lorsqu'on n'est pas soi-même en dépression, mais c'est vraiment un sentiment de perte de sens intersidéral.
un manque d'énergie vraiment très important. Le sentiment que rien ne va, si j'ai bien observé les personnes autour de moi, le sentiment que rien n'ira mieux, c'est quand même très très intense. Et à contrario, j'ai aussi pu observer quelques phases maniaques. C'est pas juste de l'euphorie, type j'ai pris un peu trop de drogue et je suis on fire. C'est des comportements à risque. Vraiment, si vous n'avez pas connu vous-même ou si vous n'avez pas observé dans votre entourage tout ça, il faut vraiment enlever toutes ces préconceptions et se dire que c'est quelque chose d'assez qui sort de l'ordinaire complètement. Toi, là, j'ai l'impression que tu as beaucoup cheminé et que tu as beaucoup de recul. La manière dont t'exprimais le fait qu'à un moment, tu étais au fond du bac, puis ta voisine t'a appelé et là, ça allait mieux. Quand tu es la tête dans le guidon et que justement, tu es soit dans ta phase plutôt côté maniaque, soit dans ta phase plutôt dépressive, est-ce que tu arrives à te rendre compte que tu es dans cette phase-là et tu arrives à te dire attention, ça va revirer, ou en fait, c'est tellement pernicieux que tu vis juste le truc intensément? Question complexe, réponse complexe. En fait, ça dépend. Vraiment, ça dépend. C'est-à-dire que parfois, tu te rends pas compte que tu es en train de tout doucement plonger, gentiment. Et moi, enfin, mes phases de je pars dans un sens ou je pars dans l'autre, même si moi j'ai vraiment des tendances plutôt côté dépression, je monte pas très haut en général. C'est aussi, voilà, la cyclothymie, c'est là où c'est héroïque, c'est que chacun vit sa cyclothymie comme chacun vit sa bipolarité très différemment. Moi, je suis plutôt très dépressif. Enfin, plutôt côté échelle dépressive. Je monte un petit peu de temps en temps en hypomanie, mais c'est gentil, c'est un petit peu euphorique, voilà. Ça va pas plus loin. Par contre, je peux descendre très Est-ce que tu bas. te rends compte que tu es dans une phase? Et attends, c'était quoi la question? Voilà, c'est ça. Et donc, en fait, ça dépend. C'est-à-dire que parfois, je vais voir le truc arriver, que gros comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, où là, je sais que je vais plonger. Et je vais prévenir ma compagne que faut qu'elle s'attende, parce que potentiellement, là, je plonge pendant plusieurs jours. Mais en général, c'est ça le truc. Quand je sens que je vais plonger pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines, je vois le bateau arriver, tu vois. C'est les oscillations ponctuelles, voire parfois journalières, que je vois pas arriver. C'est-à-dire que ça va, et franchement, ça va super, quoi, tu vois. Ça va super. Puis en fait, oui, ça va super. Ben en fait, non. Si ça va super, c'est que ça va pas, en fait. C'est que tu t'es pas rendu compte qu'en fait, comme ça va super, t'arrêtes pas de sortir, tu bosses beaucoup trop, t'as plus d'hygiène de vie, etc. Mais ça va super, tout va super. Oui, mais en fait, c'est parce que là, t'es un petit peu en hypomanie, mais tu t'en es pas rendu compte, quoi. Et puis d'un coup, tu plonges en phase dépressive, voire très dépressive, et puis tu comprends pas pourquoi. Ça allait si bien. Enfin, pourquoi? Alors la culpabilité se met en place, hein, la fameuse dévalorisation, tout ça. T'as plus d'énergie, t'as plus rien. Et en même temps, c'est incompréhensible, tu ne comprends pas. Alors que pourtant, ça fait des années que je me paye de la cyclothymie, et tu ne comprends pas. Et puis après, quand la tempête se calme, ben là, tu comprends. Tu fais le cheminement et tu comprends. Il y a une ressource qui est un peu pour moi le Freud, on va dire, français de la cyclothymie, qui est docteur Élie Antouche. Il a écrit un bouquin d'anthologie qui s'appelle Vivre heureux avec des hauts et des bas. Et il en parle de ça. Il parle de plein de choses. Mais il parle notamment de ça. En fait, il y a plein de signes précurseurs qui vont te faire comprendre que tu vas te prendre un mur, quoi, tu vas être à bord d'un train qui déraille, quoi. C'est plein de petits signes auxquels il faut être hyper sensible en permanence. Le problème, c'est que si tu es en permanence ultra sensible à ces signes, en fait, tu ne vis plus. Donc généralement, c'est pour ça que je disais, c'est en général vraiment quand tu vois le train arriver de loin, l'éléphant finalement dans le magasin de porcelaine, que tu te dis, ok, là, je vais plonger. Excepté que quand tu le vois arriver, en général, tu sais que tu vas plonger pendant un moment. Alors, moi, ça va pas durer 6 mois, mais ça va durer un mois ou 2 mois. La dernière fois que j'ai vu vraiment je l'ai vraiment vu comme ça. Tu vois, je voyais vraiment l'éléphant me charger.
C'était pendant le deuxième confinement où j'ai fait un burn-out. J'étais trop à fond sur mon projet et ça se passait super bien. C'est un projet design en fait. Un truc absolument énormissime, juste avant Noël, impeccable, tu vois. J'ai fait un boulot super. Ça a eu beaucoup de succès. Par contre, auprès du client, Et à ce moment-là, tu te par rendais contre, pas je compte que tu faisais travaillais trop. 75 heures par semaine, quoi. Et au contraire, je présume que tu étais galvanisé. Bah, ouais, c'est ça. Et de temps en temps, ma compagne disait fais gaffe, alors qu'elle bosse beaucoup, hein. Fais gaffe, parce que là, tu vas trop loin, tu vois. Et des fois, mon esprit me rappelait, ou mon corps me rappelait, tu vois. Tu tires la corde, là, tu vois. Mais j'y retournais, je me levais à 3h du matin parce que j'avais une idée lumineuse, et puis en fait, je me recouchais plus, tu vois. Je bossais dans le train encore. J'étais en train de faire ma livraison le 24 quand j'étais dans le train pour aller chez les parents de ma compagne. Et puis j'ai rebossé en janvier, j'ai continué, j'aurais dû lâcher, mais j'ai continué. Puis j'ai continué jusqu'en mars. Et puis en mars, je me suis pris le train en plein dans les dents. Mais je l'ai vu arriver. Et là, je me suis transformé en Gainsbourg, où je savais que j'étais fichu, que là, ça y est, j'étais parti pour longtemps. Mais je continuais à boire et à boire et à ne plus dormir avec elle, parce que je me voyais comme comme on dit, pour ne pas être vulgaire, un petit déchet. Un petit déchet, et j'avais une terrible envie de m'auto-détruire. Et ce qui fait partie des possibles effets de la cyclothymie, hein, et que tu peux trouver dans la dépression nerveuse au demeurant. Quelqu'un qui finit au burn-out, il est en dépression nerveuse, il s'enfonce. Bref, je crois que Philippe Labreux a écrit un bouquin d'ailleurs dessus. Et en fait, il se voit, les choses perdent de leur goût, plus rien n'a d'intérêt. Voilà, là, le train, je l'ai vu arriver, je l'ai pris en pleine poire. Ça m'a pris plusieurs mois pour m'en remettre, avec des phases euphoriques, mais je redescendais tout de suite, tu vois. Donc, c'était une longue réponse, mais c'était une manière aussi d'aider pour les auditeurs, pour ceux en tout cas qui pourraient se reconnaître dedans. Une réponse un peu Tu as l'air de complexe, bien te mais connaître, qui tu fais un peut, travail qui sur peut toi, beaucoup tu as faire une réfléchir. psy Voilà. qui t'accompagne, de ce que je comprends. Et comment tu vis avec tout ça? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a plein de choses. Déjà, la première chose, c'est que j'ai été diagnostiqué, hein, ce qui n'était pas du tout le cas à l'époque. À l'époque, je ne savais pas ce que j'avais, hein. J'ai vu le train arriver, tu vois, pour reprendre l'histoire de quand je suis parti en burn-out. J'ai vu le train arriver, le train de la noirceur, je sais que je vais plonger, mais sans savoir que c'était la cyclothymie, tu vois. Juste, je me suis vu. En fait, je ressentais des effets, tu vois. Je me disais, ok, ça a plus du tout. Je peux plus travailler, je peux plus rien faire, j'arrive plus à me lever le matin, etc. Je suis en train de plonger en dépression, tu vois. Mais je Mais à m'étais pas l'époque, dit, c'est la cyclothymie, tu tu vois. vivais Je savais comment même par pas que rapport j'avais à ces ça, tu vois. symptômes-là? Tu culpabilisais? Tu as beaucoup parlé de culpabilité. Quand j'avais des phases, par exemple, euphoriques, je mettais ça sur le compte de toute façon, je suis assez joyeux, assez jovial, naturellement, tu vois. Je mettais pas ça, pas ça sur le compte de la cyclothymie, puisque j'étais pas au courant. Les phases de dépression, c'était de toute façon, j'ai eu une enfance assez sympathique, c'est ironique. J'ai eu une enfance plutôt, enfin, disons, franchement pas exceptionnelle. Donc je mettais ça sur le compte des traumas. Et que là, ça y est, ça me reprenait, quoi. Je mettais déjà ça me reprenait, tu vois. Ça te donne une explication de ce qui a pu à la fois me permettre de tenir et à la fois ce qui a pu me berner pendant des années. Chacun va s'inventer une bonne excuse pour se dire, c'est tel truc qui me reprend, tu vois, comme un ressac. Donc c'est comme ça que je le vivais. Mais je le vivais sans le vivre. Finalement, le truc tout m'arrivait en pleine poire en permanence, c'est-à-dire que t'es sur un ring, t'as 10 boxeurs et tu passes ton temps à te faire boxer, tu comprends pas pourquoi, tu comprends pas d'où ça arrive, tu comprends rien. Par contre, t'as une énorme culpabilité, puisque en fait, tu ne maîtrises rien. Tu comprends pas pourquoi, par exemple, t'allais en soirée, tout était sympa, et pourtant, toi, t'étais pas bien. Il n'y a aucune espèce de raison. Mais ça, tu le vois pas. Tu vois, toi, tout ce que tu vois, c'est ouais, j'ai pas beaucoup parlé aux autres, je suis resté avec mes copains. C'est pas très bien, tu vois. C'est un peu dommage. Ah, là, j'ai quand même beaucoup picolé, tu vois.
Ou ah bah tiens, dans l'open space là, je parlais hyper fort, j'étais un peu trop jovial, etc. J'ai dérangé des gens, c'est la honte, les gens vont plus vouloir bosser avec moi, tu vois. C'est toujours un truc de culpabilité comme ça. Et en plus, tout est amplifié, quoi. C'est-à-dire que t'as l'impression d'avoir fait des trucs énormes, alors qu'en fait, c'est pas si énorme que ça. Et en fait, quand ma psy de l'époque, d'un coup, a identifié un comportement qui ressemble un peu à celui du bipolaire, mais en même temps pas exactement, elle m'a parlé de cyclothymie. Elle m'en a parlé comme ça en me disant que c'est un sujet, alors que c'est une psychiatre de haute volée, hein. Vraiment. Enfin, c'est pas parce que c'est ma psy qu'elle est bonne, hein. D'ailleurs, c'est elle qui m'a fait comprendre le point que la cyclothymie en France c'est encore pas très compris, quoi, hein. C'est que même elle, bon, elle avait lu des trucs dessus, etc., mais elle maîtrisait pas très bien. Une femme, elle a plus de 50 ans. Bon, et c'est elle qui m'a dit, je pense que vous êtes cyclothymique. On va voir, on va creuser. Et au fur et à mesure des mois, on a creusé ensemble, puis elle a fini par dire, bon, je diagnostique là, voilà, c'est clair. C'est moins facile à comprendre que la bipolarité. Et donc après, elle m'a mis sous un traitement. Il y en a plusieurs. Moi, je suis sous la motrigine. Je crois que c'est le nom générique. C'est pas grave. Assez vite, en parlant semaine, c'était miraculeux, quoi. C'est-à-dire que d'un coup, déjà, je voyais les choses arriver. Je comprenais ce que j'avais, donc en plus, je lisais dessus. Donc c'était beaucoup plus facile. Puis voilà, j'avais des comportements qui étaient beaucoup plus OK. S'il y avait des phases dépressives, etc., bah, je savais, voilà. Au début, je savais, pas autant que maintenant, mais je savais que j'étais dans un bateau qui tanguait. Il fallait attendre que la tempête passe, mais elle allait passer. Mais maintenant, tu sais qu'elle va passer. À l'époque, tu sais pas qu'elle va passer. Tu ne comprends juste rien. Tu es juste baladé dans ton bateau, mais tu ne comprends pas, en fait. Tu vois la tempête, mais tu comprends pas. Tu sais pas quand elle va passer. Tu sais rien, en fait. Là, c'est un peu comme si tu avais un indicateur météo, quoi. Ouais, tu mets le doigt sur une des particularités de la pourquoi, cyclothymie. Si j'arrive à déverrouiller mon ordinateur, c'est qu'en fait, on en a parlé juste avant l'enregistrement, mais j'ai l'impression que ça se définit vachement par la négative. Ce qui rend difficile le diagnostic, c'est qu'en fait, je caricature, mais c'est un petit peu ce que tu m'as dit tout à l'heure, c'est une petite bipolarité. En tout cas, ça peut être perçu comme tel. Non, pardon, ça peut être perçu comme tel, mais ce n'est pas une petite bipolarité. Pardon, Jean. Ok. Non, 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 mais c'est pas ça. C'est pas une histoire de petite bipolarité. C'est que, en fait, c'est juste. C'est là qu'il y a une finesse. Il y a une énorme finesse qui n'est pas comprise par les psychiatres en France. Cette finesse, c'est que, en fait, tu peux avoir des syndromes hardcore avec, dans un sens ou dans l'autre avec la cyclothymie. Par contre, ça bouge très vite. C'est pour ça que c'est une bipolarité. De toute façon, c'est une bipolarité officiellement, hein. Il suffit d'ouvrir le dernier DSM, voilà, c'est inscrit dedans. En revanche, en fait, j'ai justement la définition du DSM, donc c'est un petit peu le livre de chevet des psychiatres pour poser un diagnostic et pour définir quelle pathologie a le patient. Et donc, pour la cyclothymie, il faut que les éléments suivants soient présents plus de 2 ans. Donc de nombreuses périodes avec des symptômes hypomaniaques qui ne répondent pas aux critères d'un Bon, grosso modo, pendant plus de 2 ans, il faut avoir eu des épisodes hypomaniaques mais pas maniaques, donc c'est-à-dire avoir eu des épisodes où on était quand même euphorique mais pas trop, et des épisodes dépressifs mais qui ne répondent pas aux critères d'un épisode dépressif majeur. En fait, ce que je suis en train d'expliquer de manière pas du tout précise, et le vin n'aide absolument pas, c'est que, grosso modo, c'est perçu dans la description du DSM comme des petits symptômes qu'on pourrait comparer à ceux de la bipolarité. Et qui dit petit, dit que ça peut passer inaperçu. Et je pense également qu'il y a un biais côté psychiatre, c'est que parfois ils sont confrontés à des symptômes qui sont tellement grandiloquents qu'ils n'accordent peut-être pas l'importance nécessaire à des symptômes qu'ils vont juger comme générant moins de souffrance ou comme étant moins graves. Alors que la souffrance chez le patient, elle est bien là, et la difficulté à vivre, elle est là. Et toi, ça a été quoi ton parcours ? Donc, t'as quand même fait la démarche de consulter quelqu'un ? Moi, en fait, j'ai vu plusieurs psys. Il y a eu des résultats, très clairs. Mais, au bout d'un moment, avec mon premier job, quand j'ai fini mon alternance, premier vrai CDI, en fait, ça s'est pas du tout bien passé, quoi.
Vraiment, j'arrivais pas. En fait, d'un coup, on te fait comprendre maintenant que t'es plus en alternance et que tu dois faire la responsabilité d'un CDI, tu vois. Ce qui est tout à fait logique. Mais en fait, moi, j'y arrivais pas. C'est pas une histoire d'incompétence, hein, c'est une histoire de... je me mettais une pression, mais absolument monumentale. Ce qui me mettait dans des états absolument épiques, quoi. Et au bout d'un moment, j'avais l'impression de devenir dingue, en fait, quoi. Vraiment en fait, de menacer de faire un burn-out, mais tellement explosif qu'en fait, la trajectoire logique, en fait, c'est le cimetière, quoi. Et c'est tel que l'idée même de passer à côté du Père Lachaise, j'habite pas loin, et j'habitais pas loin aussi à l'époque, était vraiment hyper agréable. C'était pas juste que c'était calme, c'est qu'il y avait un endroit potentiellement où peut-être que tout pouvait s'arrêter et je pouvais enfin avoir une mer absolument calme et définitive. Et c'était un truc, ça me soulageait à l'époque. Et je me suis dit, au bout d'un moment, je n'ai rencontré ma compagne, me suis dit, bon, ok, j'ai quand même un CDI, j'ai réussi des études qui sont pas mal, j'ai un bon CV, je suis pas trop vieux, ça va. J'ai une nana qui est très cool, j'ai un appartement qui est cool, j'habite sur Paris, ce qui n'est pas donné à tout le monde. C'est quand même dommage de se suicider. C'est un peu bête. Je comprends toute personne qui a envie de le faire, ou toute personne qui l'a fait, si elle ne pourra plus m'entendre. C'est Sioran qui le disait, mais si le suicide est la liberté absolue, c'est peut-être la liberté absolue, mais en fait, on peut potentiellement réussir à être libre sans arriver au bout. Parce qu'en fait, le suicide, c'est juste le truc où tu as l'impression que tu peux plus rien faire, que t'es condamné, c'est fini, et t'en peux plus, quoi. Oui, mais en fait, si la vie te donne un petit coup de main, peut-être que d'un coup, tu peux sortir de cet univers-là et que ça va aller. Et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que je suis allé voir une psy qui est spécialisée dans les TCC, thérapie cognitivo-comportementale. Et elle a eu le discours de... en fait, c'est comme si vous avez mal au ventre, vous me dites que vous avez lymphadycite, vous me demandez de vous opérer, mais en fait, vous n'êtes pas médecin, vous n'êtes pas chirurgien. Comment vous savez que c'est vraiment lymphadycite, quoi? Et donc, elle m'a dit, on va pas faire de TCC, on va regarder tout ça, quoi. Et voilà. Et ça a commencé par une psychothérapie qui a fait ressortir beaucoup de choses, évidemment, comme tout à chacun qui va faire une psychothérapie. Mais au bout d'un moment, il y a eu le truc de « Ah, mais en fait, je crois que vous êtes un peu cyclotimique, là, quand même. Hein, bon. » Ce qu'elle appelait un trouble émotionnel. Mais elle a mis un mot dessus. Et d'ailleurs, c'est un truc qui m'a toujours fasciné chez elle, ce truc de... elle ne disait jamais cyclotimie. Elle l'a dit quelques fois, mais en général, elle préférait dire trouble émotionnel. Et elle m'a expliqué pourquoi. En fait, c'est que, appelons un chat, au bout d'un moment, ça te rappelle en permanence que, en fait, tu n'es plus Jean, tu es Monsieur Cyclotimie. Hein, tu n'es plus autre chose, en fait, que ta cyclotimie. Tu n'es plus Jean-Jacques. T'as tu dit es parfois la vie te tend maintenant. la main. En vrai, c'est plutôt toi qui t'es tendu la main par rapport à ça parce que t'as eu le courage d'aller consulter. Parfois, on a le sentiment que quelque chose doit venir de l'extérieur. Aller consulter ou demander de l'aide, c'est déjà en fait une main tendue et c'est un bel effort qu'on peut faire envers soi-même. Et c'est très cool. Par ailleurs, il faut que je me rappelle de ce que je voulais dire. Qu'est-ce que tu as dit que j'ai trouvé génial ? En fait, ça fait écho à un épisode que je suis en train d'enregistrer en solo sur l'identité. Tu as dit on devient le bipolaire ou le cyclotimique. Eh bien, je vais citer Claire Marin. Est-ce que tu connais Claire Marin ? Non. Claire Marin, c'est incroyable. Claire Marin, c'est une philosophe et autrice qui travaille sur la maladie. Elle a une maladie qui, je crois, est neurologique et qui génère beaucoup de souffrance chez elle. Elle a écrit un livre incroyable qui s'appelle Hors de moi et elle a écrit un autre livre qui s'appelle La maladie, catastrophe intime. Et elle nous dit que la maladie est littéralement un bouleversement brutal du monde intérieur, du sens de l'identité du malade, du sens de son existence même. Et dans ce renversement, elle assigne au malade une autre identité à son corps défendant. Dans le cas d'une maladie psy, c'est plutôt à sa psyché défendante. Et en fait, la difficulté, c'est que parfois, surtout quand on a un diagnostic, on va se définir par sa maladie.
Et on va... Enfin bon, bref, je vais prendre mon cas pour pas parler à ta place, mais dire aux gens, je suis malade, j'ai une sclérose en plaques. Par ailleurs, le corps médical peut parfois nous assigner cette identité. J'ai une pote de pote que j'avais interviewée pour préparer mon travail sur l'anomalie qui m'avait expliqué que, par exemple, lorsqu'elle passait des IRM, les gens disaient c'est la sclérose en plaques qui va passer. Bah non, c'est pas la sclérose en plaques, elle a un nom, elle a un prénom. Et donc, c'est difficile de définir son identité. C'est hyper violent et d'un autre côté, factuellement, ça peut s'expliquer, eux de leur côté en termes de logistique. Et moi, j'avais fait un long travail avec ma psy pour arriver à cette conclusion que moi, je me sentais plus à l'aise avec l'idée de dire que j'avais une maladie plutôt que de dire que j'étais malade. Et que donc ma maladie, c'est ma compagne de vie, elle est présente tous les jours, elle m'accompagne, elle est... Mais que c'était une composante de moi parmi d'autres. Et en tout cas, c'est la posture avec laquelle je me sens à l'aise. Je trouvais que c'était assez délicat de la part de ta psy de parler de troubles. Oui, mais c'est exactement ça. Et je trouve ça fascinant parce elle a vraiment mis en place ce truc dès qu'elle a compris, dès qu'elle a diagnostiqué, elle a mis en place ce truc dès le début, entre nous. Pas en me forçant, mais pas loin. Parce que moi, au contraire, j'étais tellement heureux. Mais c'était incroyable, mais enfin, vraiment. Je sais pas si quelqu'un, en écoutant ce podcast, se retrouvera dedans. Peut-être parce qu'il l'est et qu'il est passé par les épisodes par lesquels je suis passé aussi. Mais quand identifier le truc, c'est une sortie brutale de l'enfer. Enfin, en fait, d'un coup, oui, c'est pas toi, en fait, le problème. Tu vois. Et ce qui est fort, c'est qu'effectivement, quand tu vas jusqu'au bout et que tu arrives toi-même à te dire à la fin, ok, c'est pas que je suis cyclotimique, c'est que ça fait partie de moi. Et moi, ça m'a pris du temps, tu vois. Je m'identifiais que là-dedans et c'était vachement agréable sur le coup parce que j'avais enfin la main sur un truc palpable et en même temps, c'était compliqué. Mais oui, je crois que c'est hyper important de passer par cette phase-là de compréhension que ça fait partie de toi, mais tu n'es pas ça. Je pense que c'est long quand même. Mais ça en fait partie, et c'est d'autant plus nécessaire que ça va te faire basculer sur un épisode après, qui est le... Mais en fait, comment tu fais maintenant pour que ce truc-là qui te bouffait de base et qui, malgré tout, est un compagnon de vie, comme tu disais, peut devenir en fait une force. Et moi, je sais, alors dans ton cas, je sais pas, mais parce que c'est quand même pas tout à fait la même chose. Mais dans mon cas, par exemple, moi maintenant, ma cyclothymie m'aide. Alors, des fois, elle m'envoie en enfer, hein, on va pas se mentir, mais des fois beaucoup. Mais je suis OK avec. Et par contre, elle va m'aider dans mon boulot, elle va m'aider à avoir des produits qui sont beaucoup plus proches, finalement, des utilisateurs que je vise à la fin. J'arrive à être beaucoup plus empathique, j'arrive à être beaucoup plus sensible à leurs expressions de visage, à ce qu'ils racontent, à voir le petit truc derrière qui se cache. Je dis un truc, mais tout en disant, il y a un petit mot là qui s'est caché. Ah, mais moi je l'ai vu en fait. Toi, tu t'en es même pas rendu compte que tu l'as dit, mais moi je l'ai vu. Ce que fait un psy en fait d'ailleurs. Hein. C'est le petit mot qui cache une forêt en fait. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses qui fait que maintenant, la cyclothymie, c'est à la fois devenu un gros problème avec lequel j'ai appris à vivre et à la fois vraiment une amie aussi qui fait que c'est pas juste que je suis beaucoup plus fort qu'avant, c'est qu'en fait, c'est à la fois une maladie, à la fois mon ennemi et à la fois c'est un super pote qui peut me permettre d'aller très très loin. Il y a un point sur lequel je voulais rebondir. Donc, et je pense que ça, c'est important. Toi, tu as exprimé ton soulagement au moment où tu as eu ton diagnostic, dans le sens où tu as eu une explication à ce qui se passait et que ça t'a donné les outils pour comprendre et pour ensuite mieux vivre avec. Donc, tu as ton traitement, mais tu as aussi la compréhension et le travail que tu fais sur toi qui, je pense, c'est plein de cartes que tu peux utiliser en fonction des périodes que tu traverses. Ouais. Moi, je vais apporter un éclairage complémentaire qui est celui de l'entourage. Mon père est bipolaire et en fait, j'ai appris qu'il était bipolaire seulement cet été. Donc, j'ai 30 ans et j'ai appris qu'il était bipolaire. J'avais 29 ans et demi et pendant 29 ans et demi, j'ai vécu dans la terreur puisque mon père n'a jamais été violent envers moi. En revanche, il avait des crises de colère très très fortes.
Pendant toute mon adolescence notamment et ma vie de jeune femme, j'ai pensé que c'était moi la cause de sa colère et j'ai pensé que j'étais pas à la hauteur. Et donc, à 29 ans et demi, après des épisodes difficiles dans ma vie personnelle, je me suis retrouvée chez lui, on a parlé, et puis là, je lui ai demandé si lui-même n'était pas atteint par quelque chose, puisqu'il me semblait qu'il avait des comportements qui étaient particuliers, et il m'a expliqué qu'il était bipolaire de type 2, et que le diagnostic avait été posé récemment. Et en fait, ça m'a tellement soulagée, étonnamment, parce que je me suis dit, mais ce n'est pas de ma faute. Ouais. Ce n'est pas vraiment de sa faute non plus. La seule responsabilité qu'il a, c'est de ne pas avoir choisi d'être traité. En revanche, personne n'est responsable de ces états intenses. Et surtout pas moi. Et donc voilà, ça m'a fait du bien. Toi, est-ce que ton entourage... Alors, j'ai pas l'impression que ta famille, ce soit le cas, mais peut-être ta compagne a pu comprendre certaines choses. Déjà, enfin, je reste quand même un personnage haut en couleur, je dirais, un peu original. Il n'y a pas que potentiellement la cyclothymie qui me caractérise, hein, heureusement. Je suis quand même un personnage original, donc déjà, quand tu te mets en couple avec moi, c'est quand même que déjà, tu n'aimes pas les personnages qui sont trop normalisés, quoi. Tu sors pas avec Ken qui est complètement droit dans ses bottes. Mais cela dit, il y a quand même eu des phases assez complexes. Je parlais de la phase justement où je m'étais transformé en Gainsbourg. Là. Une phase où concrètement je sortais pour être ivre et fumer un max de cigarettes. Je rentrais, je continuais à boire, je buvais toute la journée. Enfin, ça durait très peu de temps. Hein. Mais je sais que ça a été dur pour elle. Et ça lui a permis de comprendre par exemple cet épisode-là. Moi, ça m'a permis de comprendre aussi du coup et de ne plus jamais recommencer. Et quand tu retrouves ta compagne en pleurs parce que tu l'envoies paître quand elle te demande d'aller dormir avec elle. En lien avec ce qu'on disait tout à l'heure sur la difficulté de diagnostic de la cyclothymie et une certaine errance médicale, un des trucs que tu m'as dit, c'est qu'il existait peu de ressources sur lesquelles se reposer. Il y a un livre, alors donc t'en as amené 2 parce que tu es bonne élève, tu es venue avec tes notes, et 2 livres. Et il y a Goupil ou Face, qui est une BD qui a été rédigée et conçue par une personne elle-même atteinte de cyclothymie. C'est à la fois cool qu'il y ait cette ressource-là, et d'un côté, il n'y a qu'une BD qui existe sur le sujet, visiblement, et je pense que tu as dû chercher des ressources. Donc c'est un peu symptomatique du fait qu'on parle encore très peu de la cyclothymie. Bah, il y a des... non, bah, alors, typiquement, il y a aussi ce bouquin-là, Docteur Elie Antouche. Donc c'est vivre heureux avec des hauts et des bas. Je te donnerai les rêves dans tous les cas. Voilà, ça c'est vraiment une référence. En fait, Docteur Elie Antouche, c'est une des personnes dans le monde occidental, parce que de l'autre côté je sais pas, mais dans le monde occidental, qui a été capable de comprendre les tenants et les aboutissants de la cyclothymie. Mais un peu comme Freud, quand il a fondé la psychologie moderne, il y a des trucs qui sont super intéressants, il y a des trucs peut-être qui aujourd'hui seraient un peu moins compris. Mais c'est ce que j'ai pu lire en tout cas sur internet. Moi, quand j'ai lu le bouquin, j'ai trouvé ça fascinant, extraordinaire. J'ai trouvé qu'il avait fait un travail incroyable. J'ai pas du tout ressenti ce truc-là, mais bon. En tout cas, c'est sûr qu'il a participé au Ouvrir une voie. Le truc, c'est que Docteur Elie Antouche, on part pas de Freud. Hein. C'est-à-dire que moi, demain, j'appelle Docteur Elie Antouche, je peux peut-être avoir une consultation. Hein. C'est un monsieur qui est pas si vieux que ça, quoi. Et c'est ça qui est inquiétant. C'est qu'en fait, c'est récent. Alors, il y a d'autres bouquins, mais il n'y en a pas non plus de 200. Puis c'est des bouquins. Tu vois, ça par exemple, ce que tu feuilletais, bah, c'est un essai, en fait. Mais je veux dire, il y a des études, et non pas des essais, là, des études, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de livres. Aux États-Unis, il y en a un peu plus, mais il n'y en a pas tant que ça non plus. Et puis c'est pareil, tu vois, c'est-à-dire que la schizophrénie, par exemple, quand tu veux chercher à la comprendre, il y a plein de trucs ultra vulgaires, des vidéos ultra vulgarisées sur Internet, des machins, t'as de quoi comprendre, même sans forcément ouvrir des bouquins, tu vois. La cyclothymie, bah, peut t'accrocher, hein, parce qu'en fait, oui, tu peux suivre des trucs sur la bipolarité, comprendre la bipolarité, il y a plein de choses. Oui, mais la cyclothymie, en fait, c'est pas exactement de la bipolarité, c'est différent. C'est très différent, quoi, de comment ça se manifeste dans ta vie en général, comment tu peux vivre avec, comment tu peux faire pour ne pas créer d'épisodes désagréables, comment tu fais pour avoir une hygiène de vie.
c'est pas exactement pareil que la bipolarité. Et tu vois, typiquement, tu parlais de Goupil et Face, Goupil ou Face, pardon, de Lou Luby. Cette BD a été vraiment salutaire. C'est-à-dire que je voyais une psy, etc. Mais j'avais pas encore trouvé de truc, tu sais, déjà qui soit un peu fun, qui vulgarise un peu, qui soit pas un truc un peu compliqué. Où j'adore les bouquins, je lis, c'est pas le problème, mais tu sais, tu rentres dans un bouquin où c'est un peu compliqué, où faut un peu t'accrocher, où c'est pas fun, c'est un peu austère, etc. Et ben, je veux dire, voilà, là, t'as un truc qui est fun, où il y a des couleurs, où c'est chouette, où tu ris, en fait. Moi, je l'ai relu, là, pour l'épisode, et j'ai ri plusieurs fois. Ma compagne aussi, accessoirement, puisqu'elle me reconnaissait dans les pages. Typiquement, la bipolarité, comment il s'appelle? Une chaîne YouTube qui s'appelle PsychoQuack. C'est un psychiatre qui, je pense, à notre âge, peut-être un petit peu plus vieux, qui est vachement bon. Et il fait des épisodes qui sont sur la bipolarité, sur la dépression. Mais en fait, le mec est à mourir de rire. Vraiment, il est un peu rock'n'roll en plus. Et c'est hyper drôle. Il fait plein de blagues, il fait des schémas. Et en fait, c'est des petits épisodes de 25 minutes. Mais pourquoi ça n'existe pas sur la cyclothymie, tu vois? Et moi, j'ai vraiment ce truc de, mais c'est pas possible, en fait, il y a rien qui existe, quoi. C'est comme si c'était une maladie qui n'existait pas avant les années 80-90, ça n'existait pas. Et puis là, d'un coup, ça commence à émerger. Et je trouve ça incompréhensible parce que c'est une forme de bipolarité. Il y a des gens qui souffrent. Hein. Je parlais d'errance médicale tout à l'heure et t'en parlais aussi. Mais moi, ça m'a pris 10 ans, peut-être 15 ans. Je sais pas à partir de quand ça commence à faire effet. Peut-être que ça fait très longtemps que ça fait effet. Moi, j'arrive pas trop à me souvenir. Mais je sais qu'à partir d'un certain moment, j'ai commencé vraiment à en baver. Donc, je veux dire, c'est pas. Enfin, c'est pas petit, quoi, tu vois. Un truc qui a failli m'emmener au suicide plusieurs fois, c'est pas une petite maladie, tu vois. Comment ça se fait que. Comment ça se fait qu'on trouve pas? Voilà, c'est. Si ça te va, je vais poser la question que la personne que nous avons en commun nous a adressée. Ouais. Et donc la question de notre cher ami est la suivante. Rétrospectivement, Jean pense-t-il que la cyclothymie a eu des impacts dans ses choix, en vie perso, pro, notamment sur ses relations amoureuses? De toute façon, j'ai envie de dire que l'être humain est un être d'émotion. Hein. C'est 75% d'émotion et le reste de raison. Hein, l'homo economicus est très loin, hein, c'est un mensonge. Donc à partir de là, comme la cyclothymie est un trouble émotionnel, je dirais donc que oui, nécessairement, la cyclothymie a participé à formuler mes choix. Toutes les compagnes que j'ai eues, sans exception, enfin non, je veux pas dire compagne, je veux dire copine, voilà. En fait, c'était toujours des personnes très l'opposé de ma famille justement, très sensibles, très proches de l'art, très avec une sensibilité émotionnelle très forte. Puis c'était des êtres généralement assez émotionnels, assez chauds, pas forcément dans la colère, quoi, tu vois, mais voilà, c'est des personnes qui sont très très empathiques, qui peuvent rapidement pleurer ou rire aux larmes, enfin, des personnes en général qui sont très ouvertes, très curieuses. Alors, je suis un peu tout ça, en fait. Et donc, quelque part, je sors aussi avec des personnes peut-être qui me ressemblent un peu, j'en sais rien. En même temps, tu connais un minimum ma compagne puisque tu as bossé avec elle. Elle est comme ça tout en étant très différente de moi. Hein, mais je pense qu'en amour, c'est ce que je dirais. Ça l'a déterminé sur cet angle-là. Je pense que j'aurais pas pu être avec quelqu'un de justement de. On retourne dans la normalité. Qu'est-ce que la normalité? J'en sais rien. Quelqu'un de très conventionnel. Après, en fait, je me disais qu'est-ce que c'est quelqu'un de conventionnel, tu vois, mais quelqu'un qui est peut-être un peu fermé ou un peu brutal ou quelqu'un qui voilà qui est très les études, le job, machin, tu sais, qui est très conditionné, très cadré, très machin et tout, très droit. Je sais pas si j'aurais pu sortir avec. Et je pense que ça fait partie aussi de mon trouble en l'occurrence. C'est que j'ai besoin de quelqu'un de pas forcément chaotique, tu vois, mais quelqu'un qui a les chakras très ouverts, voilà, qui est pas refermé sur lui, qui est vachement dans l'improvisation, vachement dans
Donc je pense que ça en a fait partie. Dans mes choix pro, alors déjà, on va dire les deux segments d'études principaux, parce que sinon ça prendrait trop longtemps. Il y a eu mes études en art à la Sorbonne, à Paris 3, et il y a eu mes études en design. Je pense que mes études dans les arts à Paris 3, même si j'ai vachement aimé, à mon avis, c'était vraiment des études de raison finalement. J'étais passionné et le design finalement, et ben en fait c'était vraiment le contraire. C'est-à-dire que j'ai trouvé un espèce d'équilibre dans le design qui est un peu ce qui se passe dans ma tête en permanence. C'est-à-dire à la fois écouter les émotions et en même temps être vachement dans la maîtrise pour pas que ça m'embarque de trop. Donc tu es vraiment à l'écoute de toi, tu es à l'écoute du monde, tu es à l'écoute des autres. C'est très créatif, que ce soit intellectuellement ou que ce soit vraiment t'as ton crayon et puis tu commences à griffonner. Tu es tout le temps à la rencontre des gens, etc. C'est un peu l'histoire de ma vie, au fond. Et c'est un peu du coup ce qui m'allait le mieux aussi dans ma personnalité et dans la cyclothymie, parce qu'au fond, c'est un exercice mental qui se fait tous les jours, quoi. L'art, le fait de créer exactement, ça te permet d'expurger des émotions. Ça te permet de mettre sur papier des émotions que tu ressens inconsciemment, qui sont en train de te travailler intérieurement, mais tu ne le sais pas. Et par contre, quand tu vas les mettre sur le papier, c'est là que tu vas les voir. Et en plus, c'est un effet psychothérapeutique nécessairement, puisque du coup, tout ce que j'ai pu apprendre dans mon errance médicale, finalement, bah, maintenant, je m'en sers aussi pour comprendre les gens. Est-ce qu'il y a eu des moments où tu as eu le sentiment que ta cyclothymie... Parce que là, tu as décrit quand même quelque chose de relativement apaisé, Ouais. ou que ça a exalté des choses dont tu as réussi à faire une force. Mais je présume que ça, c'est seulement depuis que tu as eu le diagnostic et que tu as compris les ressorts de ta pathologie. Est-ce qu'il y a eu des moments où tu as eu le sentiment que ta maladie a pris le pouvoir sur toi et que tu as fait des choses que tu as regrettées par la suite? Ouais. Il y a, il y a deux choses. Deux expériences en particulier. Oh, il y en a plein d'autres probablement. Comme tout être, on regrette des choses dont on se souvient plus. Mais il y a deux expériences en particulier. Il y en a une. C'est pas vraiment un regret, mais je sais que ça a pris le contrôle. Justement, quand j'étais en train de partir dans le design, dans ma deuxième alternance, c'est une petite agence tout à fait sympathique, des gens très sympas, hyper pro, etc., qui m'ont beaucoup appris. Mais voilà, mais en fait, j'ai un de mes meilleurs amis de l'époque. On avait fait les 400 coups ensemble, on avait voyagé, on se voyait tout le temps, on avait beaucoup habité ensemble, enfin bon bref, vraiment on avait vécu des grandes expériences ensemble. En fait, cet ami, il nous a dit, un mec brillant, il nous a dit, parce que on était trois copains, il nous a dit à l'époque que ça allait pas très bien, quoi. Qu'il sentait qu'il était en train de faire un burn-out encore, d'ailleurs. Il est parti en vacances avec son cousin, il a pris des champignons là-bas, et il est jamais revenu. Il a décompensé avec les champignons. Enfin voilà, il m'a balancé les pires horreurs possibles, alors que c'est une personne très importante dans ma vie. Ça m'a littéralement détruit. J'en ai pleuré à non plus pouvoir. C'était très dur. Et, euh, et là, je sais que la cyclothymie a pris le pas. Là, je me suis fait dévorer pendant un an, où là, j'arrivais plus à ressortir, quoi. J'arrivais plus à remonter. Et je savais pas ce que c'était à l'époque, mais j'arrivais plus à revenir dans la réalité, donc j'étais tout le temps en enfer. Et j'étais tout le temps en enfer. Alors, ça va m'amener à un sujet dont je vais parler après. Mais je faisais un poker face pour que personne ne s'en rende compte. Mais en fait, j'étais en enfer permanent. Avec des phases, du coup, où je m'en sortais, puisque phase d'euphorie, mais qui me renvoyaient de l'autre côté. Et là, ouais. Là, j'étais tout le temps entre dépression et. Enfin, l'échelle, la dépression légère et puis dépression sévère, là, avec des pensées noires, etc. etc. Donc voilà, là, c'était très dur et j'ai complètement foiré mon alternance. Et du coup, pour donner moi mon regard en tant que personne qui commençait à te connaître à ce moment-là, moi j'avais rien remarqué. Et pour comparer avec des personnes qui sont en dépression, généralement ça se remarque.
il y a des difficultés à faire face, à sortir, à sociabiliser, tout ça. Et donc, je présume qu'une des, entre guillemets, perversions de la cyclothymie, et peut-être aussi une des ressources que tu as, c'est que tu alternes entre deux sentiments, et même si ton mood général était plutôt dépressif, tu as des moments de sociabilité et des moments euphoriques, où en fait, tu donnais carrément le change et on Ouais. voyait rien. Bah, en fait, tu sais, tiens, mais je vais parler de Jim Carrey. Ah bah vas-y. C'est ça, hein, dis donc. Jim Carrey, il a le plus ou moins arrêté on va dire, sa carrière en général. Hein. Il fait surtout de la peinture et il donne des interviews. Il a pas mal parlé de dépression notamment. Hein. Et il a parlé d'un sujet en l'occurrence dont je voulais parler, donc ça tombe très bien, qui s'appelle le faux self. Le faux self, en gros, hein, c'est, tu vois la commedia dell'arte avec les deux masques. Ben voilà, en gros, t'as le masque souriant. En fait, ce masque souriant, c'est un faux self, c'est un masque. Parce que derrière, par contre, c'est pas un masque qui boude. En fait, derrière, il n'y a pas de masque, c'est vraiment toi, quoi. Donc, en fait, finalement, tu te mets un masque pour qu'en société, tu sois acceptable. Et en fait, même le but ultime, c'est un peu de cacher ce que tu ressens réellement. Parfois, c'est même un peu conscient. Et moi, j'ai tellement été habitué à porter un masque, donc, finalement être dans un faux self avec une personne toujours très, très joyeuse, très à rire, à faire des grands bruits, des grands gestes, etc., que finalement, ça se voyait pas. Et même moi, ça me rassurait à l'époque de me voir comme ça avec les autres parce que ça me prouvait que j'étais pas encore tombé, quoi, que j'étais encore là. Et en fait, ça allait très très mal. Ça allait extrêmement mal. Et quand il s'agissait de bosser, par exemple, bah, c'était pas possible, quoi. C'était vraiment pas possible. Rétrospectivement, ce que j'aurais dû faire, c'est me mettre 6 mois en arrêt maladie et aller dans un institut de repos ou un truc comme ça, tu vois, pour être coupé du monde et rebranché avec la réalité, quoi. Parce que j'étais en enfer. C'est une difficulté liée à la psychiatrie, c'est que autant sur un symptôme physique, quand on te dit on va te mettre en arrêt maladie, il faut que tu ailles à l'hôpital, il faut que tu te poses, attention, fais gaffe et tout, bah tu le fais. Autant expliquer aux gens que tu es en dépression, que tu n'arrives pas à faire face et que c'est compliqué. Et le fait d'aller te faire hospitaliser en lien avec ta santé psy, bah là ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué. Bah, de toute façon, sans même parler de cyclothymie, il suffit, et t'as dû le voir toi-même, peut-être ou pas, en tout cas moi je l'ai vu à plusieurs reprises, il suffit de voir quand quelqu'un est atteint de dépression nerveuse, tu vois, sans forcément être au bout, tu vois, au ras du suicide, tu vois, mais juste quelqu'un qui est atteint de dépression nerveuse. Il peut plus se réveiller, le matin, il fiche plus grand-chose, il joue aux jeux vidéo, voilà, etc. En fait, il va pas bien le monsieur là, il va pas bien du tout en fait, et il faut plutôt que de lui mettre des comme si mettre un coup de pied en fesse à quelqu'un qui va pas bien, ça va forcément l'aider quoi, hein. C'est sûr, c'est sûr. C'est vrai que j'aurais dû y penser, j'aurais dû me mettre un coup de pied aux fesses puis aujourd'hui je serais plus voilà. Moi, j'ai pas été dans ce cadre-là hein, mais parce que faut self mais bah, quand je vais trop mal, je m'en vais et je pars d'endroit, je me débrouille, mais je pars d'endroits où je pars du job, où je sais pas, où je me crée une nouvelle forme de vie. Enfin, tu vois, parce que c'est de la cyclothymie, donc je sais que c'est mécanique, tu vois. Et même avant, quelque part, je savais un peu inconsciemment que c'était mécanique, parce que ça finit par passer quand même. Ce que je voulais dire de base, c'est ça, c'est que on a un peu digressé, c'est que la dépression nerveuse, qui est pourtant un truc simple, théoriquement, pas dans les faits, mais théoriquement, que tout le monde comprend, que tout le monde connaît, qui est accepté par la société, et bah, tu vois encore aujourd'hui pourtant que quelqu'un qui est en dépression nerveuse ou qui ne se dit pas en dépression nerveuse, mais qui a les symptômes d'une dépression nerveuse, bah, va être vu comme quelqu'un qui se laisse aller par son entourage. Ça pose quand même 2-3 questions. Alors que la cyclothymie, qui est un truc qui est pas connu, qui est très mal compris même par les psychiatres en France, oui, bah en fait, tu comprends pourquoi il y a des gros problèmes, quoi. Tu comprends pourquoi les gens ne sont pas pris au sérieux. Tu comprends pourquoi il y a des gens qui sont atteints de cyclothymie et qui vont en fait de base peut-être ne pas avoir de trauma, mais qui vont en avoir parce qu'ils vivent avec un truc qui leur bousille la santé et qui ne sont pas reconnus en tant que tels,
ou qui sont vus comme des gens qui exagèrent leurs symptômes. Je crois que tu en parlais tout à l'heure. Moi, j'ai plus trop de questions. Est-ce qu'il y a des points que tu souhaites aborder? Parce que tu es venu avec plusieurs pages de notes. Oui, alors le truc, je regarde rapidement, mais le truc c'est que je... Prends ton temps parce que j'ai pas envie que tu partes en te disant que tu n'as pas dit quelque chose. Ouais, tu as bien raison. Non, c'est bon, j'ai tout dit, c'est formidable. Il y a un dernier truc que j'aimerais rajouter, mais je sais pas si tu avais prévu, mais non, je crois pas. C'est justement comment bien vivre avec ta cyclothymie. Eh ben, vas-y. Les recettes de Jean. Les recettes de Jeannot. Alors, non, comment bien vivre avec sa cyclothymie, je sais pas. Il y a quelques livres en France qui sont intéressants. Il y a des études en France et des études aux États-Unis qui sont intéressantes. Il faut fouiller, c'est pénible, mais il y a des trucs qui sont intéressants. Ça, c'est le premier point. Il faut les lire. C'est vraiment important. Ça peut parfois être carrément hermétique, mais il faut se lancer parce que ça permet de mieux comprendre déjà ce qu'on ressent, ça permet de mieux comprendre ce qu'on a, et ça permet justement de mieux, derrière, créer et adapter des mécanismes pour davantage prendre en charge sa cyclothymie. Et combien même on a trouvé un psychothérapeute qui comprend la cyclothymie et qui vous aide en tant que patient, ça suffit pas. Il faut quand même un peu se prendre en charge par soi-même aussi. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et ça, c'est vraiment des basiques, hein, mais on parle d'avoir une hygiène de vie pour quelqu'un qui n'est pas forcément atteint de troubles émotionnels. Ça l'aidera à aller loin. Oui, ben en fait, les cyclothymiques, c'est qu'en fait, si tu es cyclothymique, tu ne peux pas faire ta vie sans avoir un minimum une hygiène de vie. Parce qu'en fait, plus tu as une bonne hygiène de vie, plus tu pourras éviter d'avoir des yo-yo émotionnels. Et surtout, moins tu auras des yo-yo émotionnels, moins tu auras des yo-yo émotionnels. Inversement, plus tu auras des yo-yo émotionnels, plus tes yo-yo émotionnels seront forts, iront loin, et donc plus ils deviendront forts. En fait, c'est là pour le coup, c'est un peu cyclique. C'est plus c'est fort, moins c'est fort, moins c'est fort. Je ne suis pas une bonne personne pour dire ça du fait que je suis un très bon vivant, mais l'hygiène de vie, ça paraît pas comme ça paraît être comment dire, un argument bête, mais en fait, c'est hyper important pour la cyclothymie d'avoir une bonne hygiène de vie. C'est vrai pour tout le monde, c'est pas particulièrement vrai avec les cyclothymiques. Entourez-vous de gens qui vous comprennent, mais qui vous comprennent vraiment. Fuyez absolument les gens qui ne vous comprennent pas, qui sont toxiques, parce qu'en fait, c'est vrai pour une personne qui n'est pas atteinte de cyclothymie, mais dans votre cas, ça va vous entraîner encore pire dans vos tourments, dans un sens ou dans l'autre. La personne d'un coup est super sympa, très bien, ça vous envoie dans une phase hypomaniaque. La personne vous rejette ou a un comportement toxique, ça vous envoie en enfer. Et de toute façon, si vous allez dans une phase hypomaniaque, ça vous enverra aussi en enfer, quoi qu'il se passe. Et plus vous montez, plus vous descendez. Voilà, c'est vraiment des basiques. Et surtout, soyez créatifs. Faites des choses créatives. Utilisez vos mains. Ça vous fera le plus grand bien et ça vous donnera beaucoup de confiance en vous. Pour reprendre sur un dernier exemple que j'avais zappé et qui pourtant est vital, c'est Dr Elie Antouche pour le coup qui en parle dans son bouquin que je fais et qui est rébarbatif, pénible et même disons-le carrément chiant au début comme exercice mais qui devient après hyper intéressant. C'est le fait que chaque jour, dans un petit carnet, sans aller jusqu'au point où il dit avec un tableau machin et tout, mais juste d'écrire comment cette journée on s'est senti émotionnellement, quel comportement problématique on a eu, qui pouvait être symptomatique d'un souci émotionnel, dans un sens comme dans l'autre, et si oui, pourquoi, qu'est-ce qui l'a généré. L'idée c'est que derrière ça peut permettre de voir quand on est en train de partir dans une série de comportements hypomaniaques ou inversement dans une série de comportements dépressifs. Si la cyclothymie c'est yo-yo, il y a quand même des tendances et il y a aussi un peu des vagues aussi malgré tout. C'est là où c'est un peu pervers aussi, c'est que je peux
être plus ou moins en dépression en continu pendant une phase, pendant 1 mois, 2 mois, 6 mois, tout en ayant des comportements complètement hypomaniaques. Hein. Voilà, donc faut se méfier de tout ça, et donc ça c'est un bon moyen d'avoir il y en a plus, d'avoir un bon contrôle sur son état émotionnel. Et ça permet notamment de se dire, oulala, je bois trop en ce moment, c'est pas bien, ou oh là là, je fais rien en ce moment, je reste toujours... Bon bref, voilà, c'est vraiment important. C'est bon, je crois. Ouais, c'est bon. Est-ce que t'as un mot de la fin? Sortez couvert. Non, ça marche pas, ça. Euh... Vraiment, je m'attendais à mieux venant de ta part. non, est-ce que j'ai un mot de la fin? Attends, je réfléchis. Je dirais 2 choses, ouais, je pense, qui m'ont vraiment aidé dans ma vie, mais qui m'ont aidé aussi avec la cyclothymie. La première chose, c'est l'autocritique. Et in fine, la critique. Il faut être capable de toujours remettre les choses en question, même les médecins. J'ai une médecin qui m'a dit, un bon patient, c'est un patient critique. C'est un patient qui, s'il n'est pas tout à fait OK sur le diagnostic, même s'il n'est pas médecin, ça n'empêche pas d'être critique, il faut aller voir un autre praticien. Et le meilleur moyen d'être diagnostiqué cyclothymique, c'est de voir plusieurs personnes. Et typiquement, Lou Luby en parle dans sa BD. Moi, je l'ai vécu. Hein, j'ai eu de l'errance médicale aussi. Ça a été terrible. C'est un trauma d'ailleurs. Hein, je peux le dire. C'est un trauma. Je sais qu'il y a des gens qui prendront encore plus de temps que moi. Moi, ça m'a pris quand même 15 ans à la fin. Hein. Donc, c'est ce que je dirais. Soyez critique envers vous-même. Ça vous aidera à voir l'éléphant arriver et ça vous aidera à résister aussi quand vous êtes en pleine tempête émotionnelle. Mais ça vous aidera aussi à résister à quand vos proches sont un peu toxiques avec vous concernant la cyclothymie ou concernant vos troubles émotionnels, vous avez une dépression passagère ou quoi. En fait, c'est pas un petit truc, hein, c'est pas pour blaguer. Soyez critique envers leur discours et voilà, et soyez critique envers le médecin si le médecin vous avez l'impression qu'il est à côté de la plaque ou qu'il connaît pas le sujet ou qu'il est un peu dans la facilité. Bah, changez de médecin, allez en voir un autre, et puis un autre, et puis un autre, et puis un autre, et puis au bout d'un moment, ça ira. T'avais 2 conseils, ça c'est le premier. Non, le deuxième conseil, c'est les amis. Hein. C'est vrai pour tout le monde, mais et je pense à notre ami notamment qui a posé la question, qui se reconnaîtra probablement, mais les amis, c'est quand même un truc hyper important. Dans le cadre c'est vrai en général, mais dans le cadre de la cyclothymie, c'est particulièrement important. Quand vous avez des vrais bons amis qui vous connaissent, c'est eux qui seront capables de vous ramener à bon port. Que vous soyez un peu dans l'hypomanie et que vous commenciez à avoir des comportements qui sont pas bons pour vous. Typiquement, les amis, ils sont là un peu comme c'est un peu la tour de guet de la cyclothymie, quoi. Ils sont capables de vous voir partir dans un sens comme dans l'autre et de vous ramener. Et donc c'est important de les trouver. Et typiquement notre ami commun, sans s'en rendre compte malgré lui, par ses simples comportements naturels, par sa simple présence, plusieurs fois il m'a ramené à bon port. Juste parce que c'est quelqu'un de solide, juste parce que c'est quelqu'un de merveilleux finalement. Et plusieurs fois il m'a ramené à bon port et il y en a d'autres. Et ils n'ont pas forcément besoin de vous dire les choses, juste le fait qu'ils soient là, ça vous aidera à vous corriger, quoi. Et à éviter d'aller dans des situations où vous allez vous faire mal. Un immense merci à Jean d'avoir partagé son récit et son regard sur le monde. J'ai été très touchée au montage de cet épisode de me rendre compte de tout ce que Jean avait partagé. Les moments compliqués comme les périodes de joie, le tout sans faux semblant et avec une sincérité désarmante. J'espère sincèrement que cet épisode vous sera utile, que vous soyez atteint de cyclothymie ou non. On parle encore malheureusement trop peu des troubles de l'humeur et de la dépression, alors que ce sont des pathologies qui ont un impact important sur la vie de celles et ceux qui vivent avec. L'Anomalie est un podcast autoproduit par Mes Soins, imaginé et enregistré à Paris, monté entre Marseille et Naples, diffusé avec amour. Si ce format vous plaît et que vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à noter l'Anomalie sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée, cela m'aidera beaucoup. En attendant les prochains contenus, prenez soin de vous.